L'affaire Pistorius refait surface en Afrique du Sud. C'est à travers une décision du parquet qui entend faire appel du verdict et de la peine prononcée. Dilma Rousseff, présidente du Brésil pour un nouveau mandat de 4 ans, l'ancienne guerriera entend combattre avec rigueur la corruption. Démarrage ce lundi des obsèques du patron de Total, Christophe de Margerie sera inhumé demain mardi. C'est toujours un plaisir renouvelé de vous retrouver sur Sika TV. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Nous allons commencer par l'Afrique du Sud. Le ministère public sud-africain a annoncé qu'il fera appel du verdict de culpabilité et de la peine prononcée récemment contre Oscar Pistorius. Le champion handisport avait été reconnu coupable d'homicide involontaire sur sa petite amie Riva Steenkamp. La juge Thokozile Mazipa, qui a finalement accepté la version de l'accident et admis que Pistorius avait tué Riva en croyant tirer sur un cambrioleur, l'avait finalement condamné à 5 ans de prison ferme. Une semaine après la sentence, cette affaire qu'on croyait close refait donc surface en Afrique du Sud avec la décision du parquet de faire appel du verdict et de la peine prononcée. Rendons-nous maintenant au Brésil. La présidente sortante Dilma Rousseff a été réélue dimanche pour un nouveau mandat de 4 ans au détriment de son adversaire de centre-gauche Aécio Neves. Ceci au terme d'une campagne électorale âpre et virulente qui a divisé les Brésiliens en fonction de leur classe sociale. Les militants pro-Rousseff célèbrent la victoire de leur candidate. Dilma Rousseff reprend les commandes du Brésil avec 51,64% des voix contre 48,36% pour son adversaire Aécio Neves du Parti socialiste brésilien. C'était une bataille risquée, au coude à coude, avec une différence de presque 3 millions de voix. Mais d'ici 4 ans, Aécio sera de retour. En attendant ce retour, Aécio Neves fait preuve de fair play et accepte le verdict des urnes. J'ai félicité il y a peu par téléphone la présidente réélue et je lui ai souhaité de la réussite pour son prochain gouvernement. J'ai souligné que la plus grande des priorités doit être celui d'unir le Brésil autour d'un projet honorable qui rend hommage à tous les Brésiliens. Pour sa part, Dilma Rousseff s'engage à être une présidente bien meilleure qu'elle ne l'a été jusqu'avant les élections passées. La présidente réélue place son mandat sous le signe du dialogue, de la paix et de l'union. Je suis disposée à ouvrir un grand espace de dialogue avec tous les secteurs de la société pour trouver les solutions les plus rapides à nos problèmes. Terei compromisso rigoroso também com o combate à corrupção. Je vais me battre contre la corruption avec rigueur. Je vais renforcer les institutions de contrôle et proposer des réformes législatives pour en finir avec l'impunité qui protège la corruption. A protetora da corrupção. Autre défi que se donne Dilma Rousseff, mener une profonde réforme politique dans son pays. La présidente entend par ailleurs promouvoir des actions localisées dans l'économie afin de permettre au pays de reprendre son rythme de croissance. Dilma Rousseff, 66 ans, a donc été réélue dimanche pour un second mandat à la tête du Brésil. Mais qui est cette femme qui rempile à la tête de la 7e économie mondiale? Découvrons-la à travers ce reportage. On la décrit volontiers comme une Angela Merkel sud-américaine, austère et inflexible. À 66 ans, l'économiste Dilma Rousseff, qui fut guerriera dans sa jeunesse, torturée sous la dictature militaire, a marqué l'histoire en devenant en 2010 la première femme présidente de cet immense pays. Soutenue par son prédécesseur Lula, elle se veut la garante des progrès sociaux de ces dernières années.
Pour la première fois de son histoire, le Brésil a disparu de la liste des pays qui souffrent de la faim. Ça montre que nous avons accordé une très grande importance à la réduction de la misère et de la faim au Brésil. En 12 ans de pouvoir du Parti des travailleurs, les programmes sociaux ont permis à 40 millions de Brésiliens de sortir de la pauvreté dans l'un des pays les plus inégalitaires du monde. Mais le mandat de Dilma Rousseff restera aussi marqué par les protestations massives de 2013 réclamant de meilleurs services publics et par un bilan économique jugé mauvais par les marchés. J'ai entendu des critiques contre Dilma parce que le PIB n'augmente pas. Mais dites-moi combien de pays du G20 ont leur PIB qui augmente. Prenez l'Europe et regardez leur solution à la crise. Obstacles, dont un scandale de corruption lié au géant du pétrole Petrobras et qui impliquerait des dizaines de parlementaires de la majorité. Mais la contre-offensive a été payante. Au moins, elle a fait quelque chose. Elle a fait changer les choses avec des crèches, des écoles. Elle a aidé la favela. Dilma Rousseff aura pour tâche de redresser l'économie du Brésil. La 7e économie mondiale est entrée en récession au premier trimestre et la croissance du pays s'annonce quasi nulle en 2014. Rendons-nous maintenant en Tunisie. Le parti islamiste tunisien Ennahda est arrivé en 2e position des élections législatives de dimanche, selon les premières estimations, a annoncé ce lundi son porte-parole, plaçant ainsi le mouvement séculier Nida Tounes en tête. Nous avons des estimations qui ne sont pas encore définitives. Nida Tounes est en avance de plus ou moins une dizaine de sièges. Nous aurions environ 110 sièges et eux environ 80 sur les 217 à pourvoir, a déclaré ce porte-parole. Ces chiffres sont basés sur des données d'observateurs d'Ennahda présents au dépouillement dans les bureaux de vote. Précisons que ces élections sont destinées à doter enfin la Tunisie d'institutions stables près de 4 ans après la Révolution. Nous passons à un autre élément, mais toujours en bref, les obsèques de Christophe de Margerie, patron du groupe Total, décédé la semaine dernière dans un accident d'avion en Russie, ont commencé ce lundi à l'église Saint-Sulpice à Paris. C'est en présence de sa famille et de nombreuses personnalités françaises et étrangères, dont le président François Hollande, le Premier ministre Manuel Valls et plusieurs autres membres du gouvernement étaient également présents, comme le ministre des Finances Michel Sapin ou encore la ministre de la Culture Fleur Pellerin, sans oublier la directrice générale du Fonds monétaire international Christine Lagarde. Le patron de Total sera inhumé demain mardi dans l'intimité familiale. Cela fait exactement un mois maintenant que le ministre des Affaires étrangères allemand a annoncé que Berlin allait accueillir une conférence internationale pour mobiliser l'aide humanitaire d'urgence nécessaire en faveur des millions de réfugiés syriens. Cette rencontre est programmée pour demain mardi. Mais en attendant, intéressons-nous à la situation actuelle de ces réfugiés. Ils sont plus d'1 million de Syriens enregistrés au Liban. Ils imaginent mal l'avenir de leurs enfants nés sous une tente sans certificat de naissance délivré par leur pays à la fois proche et lointain. Vivre dans un camp de réfugiés est un défi quotidien. Maram est syrienne, elle a dû quitter son pays à cause de la guerre. Elle vient de donner naissance à une petite fille dans le camp d'Arsal au nord du Liban. Mais la joie d'être maman ne lui fait pas oublier sa situation de réfugié hors de son pays. Ce que Dieu veut aura lieu. Notre avenir est dans ses mains. Nous serons réfugiés jusqu'à ce qu'il rende la situation meilleure. Il y a maintenant plus d'1 million de réfugiés syriens au Liban qui ont fui la guerre qui fait rage depuis 3 ans. La moitié d'entre eux sont des enfants, une génération perdue selon les Nations Unies. Pour les aider, l'ONG Médecins sans frontières a ouvert une maternité dans le camp d'Arsal. Maria Luz Ruiz a procédé à 27 accouchements en 5 semaines. The maternity is something very, very, very important for a Syrian woman. La maternité est quelque chose de très important pour les femmes syriennes. Au début, on leur dit qu'elles sont enceintes et elles sont déjà heureuses. Et puis quand elles accouchent, elles sont vraiment très heureuses. When they deliver, you can see also that they are really, really, really happy.
Mais élever des enfants loin de leurs racines et de leur famille a un goût amer pour ces réfugiés. Je suis triste pour lui, pas pour moi, parce qu'il va venir au monde et qu'on n'a pas de maison, pas d'amis, pas de parents. La plupart des enfants des camps n'ont pas accès à l'école faute de place dans les établissements en Liban. Seul réconfort, leurs copains avec qui jouer. L'ambassadrice américaine à l'ONU a entamé dimanche une tournée dans les pays d'Afrique de l'Ouest touchés par le virus Ebola afin d'appeler à une solidarité internationale accrue. Après la Guinée, l'ambassadrice se rendra dans les 2 autres pays les plus touchés par le virus, à savoir la Sierra Leone et le Libéria. Puis elle se rendra au Ghana où est basée la mission des Nations Unies chargée de coordonner la lutte contre cette épidémie. Elle mettra ensuite le cap sur Bruxelles, siège de l'Union européenne, pour attirer l'attention sur le besoin d'un soutien international accru. Pendant ce temps, l'Australie a annoncé lundi une série de mesures visant à suspendre l'immigration en provenance des pays d'Afrique occidentale touchés par le virus Ebola, dans le but d'empêcher une propagation du virus vers son territoire. Les forces britanniques et américaines ont rendu à l'armée afghane le contrôle des camps Bastion et Liftneck ce dimanche. La cérémonie officielle de remise des installations militaires s'est déroulée dans l'instable province du Helmand, leur dernière base de combat en Afghanistan. Voici les images. Les Britanniques et les Américains ont mis fin ce dimanche à leur mission de combat en Afghanistan. La Grande-Bretagne est la première à lancer cette opération de retrait au camp Bastion après 13 années de guerre qui ont coûté la vie à plus de 450 de ses soldats sans parvenir à neutraliser les talibans dans le sud du pays. Pour le Premier ministre britannique David Cameron, les forces armées peuvent rentrer la tête haute, fiers de tout ce qu'ils ont accompli pour protéger la Grande-Bretagne. Lors de cette cérémonie, les Afghans ont également pris le contrôle de la base américaine de Camp Letternec, qui juste le camp Bastion. L'Union Jack comme la bannière étoilée y ont été baissées, laissant place aux couleurs afghanes. L'armée afghane prend ainsi le contrôle de la région militaire du sud-ouest, qui reste l'un des principaux bastions des insurgés talibans après 13 années de conflit. L'immense base construite dans le désert, près de la capitale provinciale Lashkar-Gah, est la plus importante de la mission de l'OTAN en Afghanistan. En 2010-2011, le moment pic du nombre de troupes de l'OTAN en Afghanistan, la base hébergeait plus de 40 000 étrangers, y compris les sous-traitants. Plusieurs centaines de Marines américains et de soldats britanniques vont donc quitter le Helmand bientôt, à une date qui n'a pas été révélée pour des raisons de sécurité, avant de rentrer dans leurs pays respectifs. Mais le passage de témoins n'est que l'ultime phase d'une opération qui a démarré depuis le mois de février. Pour les Britanniques qui ont eu jusqu'à 9000 soldats en Afghanistan, ce retrait marque la fin de la mission de combat, mais une force résiduelle d'environ 12 000 soldats, dont 9 800 Américains, doit rester sur place. Après décembre 2014, dans une mission de soutien et de formation de l'armée afghane, 500 soldats britanniques resteront dans le cadre de l'opération Resolute Support ou encore soutien inébranlable essentiellement à Kaboul. Au total, 453 soldats britanniques et 2349 Américains ont été tués en Afghanistan depuis 2001. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite de programme sur Sika TV.